Alors, la musique électronique, en proprement parler, elle naît assez tôt finalement, d'une part dans le cinéma, mais même en dehors du cinéma, à travers l'invention de deux instruments qui ont marqué, on va dire, la musique du XXe siècle. D'un côté, en France, les ondes Martenot, inventées par quelqu'un qui s'appelle Maurice Martenot. Alors, les ondes Martenot, c'est un instrument à clavier, mais qui produit effectivement une sorte de fréquence, enfin de son électronique, même si c'est assez primitif. Et d'autre part, inventé par un Russe en Russie, en Union soviétique, juste après la Révolution, mais très utilisé par les Américains, puisque commercialisé aux États-Unis dès les années 30, c'est le thérémine, qui est un instrument, lui, qui n'est pas utilisé, qui n'a pas besoin de clavier. C'est un instrument assez étrange, qui était composé comme une sorte de gros boîtier avec des antennes, et c'est en jouant avec les antennes et les fréquences que vous pouviez produire un son. Ce son, qu'on va entendre bientôt parce que effectivement ce sera plus clair pour vous dans un film précisément, ce son, il a été repéré évidemment par des compositeurs de musique hors cinéma bien sûr, des compositeurs de musique, on n'appelait pas ça musique contemporaine à l'époque, mais enfin disons de musique vivante de la période des années 30, mais il a été aussi repéré par le cinéma relativement tôt, parce que c'est un son qui était tout à fait différent du son de l'orchestre et qui permettait d'indiquer d'une certaine façon certaines choses sur des personnages ou sur des actions. Alors, le premier usage que je connaisse, en tout cas, et qui est repéré comme tel de ce thérémine dans la musique de film, dans le cinéma, c'est dans un film d'Hitchcock qui s'appelle La Maison du Docteur Edwards, Spellbound en anglais, qui est de 1944-45, qui est un film autour de la psychanalyse, alors qui peut apparaître comme éventuellement un peu simpliste à nos yeux contemporains aujourd'hui, mais en même temps qui est quand même assez intéressant, et avec Ingrid Bergman et Gregory Peck. Et il y a dans ce film une scène de rêve assez célèbre parce qu'elle a été conçue par Salvador Dali, et pour nourrir de façon sonore et musicale cette scène de rêve, le compositeur qui s'appelle Miklos Rocha, qui est un des plus grands compositeurs de cette génération de compositeurs venus, je disais, d'Europe centrale, parce que lui c'était un Hongrois, ils ont tous été exilés au moment du nazisme, ils sont tous venus aux États-Unis travailler, avait demandé, donc avait utilisé le thérémine, qui tout de suite est un instrument qui signale une certaine bizarrerie, un rapport à l'inconscient, quelque chose qui était tout à fait, disons, en dehors de l'action traditionnelle et consciente, d'une certaine façon, qui est en général ce qui conduisait les films à l'époque. L'autre usage qui va être le plus important du thérémine, et là on va en venir au premier extrait que j'avais choisi, c'est en fait dans la science-fiction, puisqu'évidemment la science-fiction, l'électronique, avant tout, c'est une façon de désigner d'une certaine manière le futur, c'est-à-dire voilà, une sorte de futurisme, on pourrait dire, et la science-fiction est évidemment le genre qui permet de le mieux l'incarner, et en général, on va dire, la musique électronique, pendant un certain nombre d'années, a été largement cantonnée à la musique des films de science-fiction. Alors, la partition la plus célèbre sur ce sujet, c'est celle d'un film de Robert Wise, qui est un réalisateur qui a fait des choses extrêmement variées, puisqu'il était à la fois l'auteur d'un film de série B assez beau qui s'appelle La Malédiction des Hommes-Chats en 1944, mais il était aussi l'auteur de West Side Story en 1963 et plein d'autres films très variés. Et en 1951, il réalise un film de science-fiction qui s'appelle Le jour où la Terre s'arrêta, où d'ailleurs il y a une certaine modernité dans le thème, puisqu'il s'agit d'extraterrestres qui débarquent, mais qui ne sont pas des extraterrestres hostiles, ce sont des extraterrestres qui essayent de prévenir les humains qui sont en train de faire fausse route. On est en pleine guerre froide, donc forcément il y a un contexte assez paranoïaque et assez tendu, et évidemment la question de l'usage de l'extraterrestre, qui serait une autre conférence, est assez important. Et alors, dans ce film, Bernard Herrmann, qui était un compositeur donc, qui avait commencé sa carrière avec Orson Welles, d'une part à la radio, pour le fameux, justement, quelque chose qui avait trait à la science-fiction, la guerre des mondes, qui avait terrorisé l'Amérique donc en 1939, uniquement par une émission de radio qui avait donné le sentiment à tout le monde que les Martiens débarquaient réellement, puis qui ensuite avait suivi, qui avait composé, travaillé avec Orson Welles au théâtre également, puisqu'il travaillait d'abord au théâtre, au Mercury Theatre, et qui avait suivi
Orson Welles au cinéma à Hollywood pour Citizen Kane et La Splendeur des Amberson, qui a travaillé avec Mankiewicz déjà à l'époque pour un film qui s'appelait L'aventure de Madame Muir. Et donc il se trouve dans une situation, il a déjà un peu inventé son langage, qui est un langage assez rythmique, très, on va dire un langage harmonique assez volontairement, je dirais, appauvri, mais pour produire des effets d'autant plus puissants. Et il s'est emparé de cet instrument pour en faire, d'une certaine manière, un soliste à l'intérieur de ce film, Le jour où la Terre s'arrêta. Alors je vous propose, pour illustrer et entendre vraiment ce que c'est que ce son assez primitif, mais qui reste assez beau, parce qu'il y a une sorte de poésie dans le son du thérémine qui est quand même... Et c'est un instrument d'ailleurs qui est toujours utilisé aujourd'hui de façon très ponctuelle, mais qui a été utilisé dans la pop, par exemple dans les années 70, qui a été utilisé même par des gens comme Radiohead il n'y a pas si longtemps, donc quand même un groupe qui est beaucoup plus contemporain que le film dont je parle. Voilà, donc regardons peut-être l'extrait pour voir ce que ça donne. Donc voilà l'extrait qui est assez parlant. Vous avez bien compris ce que c'était que le thérémine. C'est évidemment ce son que je ne vais pas imiter par peur du ridicule, mais qui est très reconnaissable et qui est un son qui a d'ailleurs été réutilisé dans un film des années 90 que certains d'entre vous ont peut-être vu, Ed Wood de Tim Burton, dans lequel le compositeur Howard Shore avait cité de manière quasi littérale la musique de ce film de Bernard Herrmann, Le jour où la Terre s'arrêta, avec l'utilisation justement de ce son de thérémine très, très particulier, donc je disais très lié à la science-fiction. J'allais dire à la série B, mais pas forcément, parce que ça, c'était pas du tout un film de série B à l'époque, c'était un film de série A, au contraire, avec quand même un certain des moyens. Et évidemment, c'est l'arrivée donc des deux extraterrestres. En fait, il y a un extraterrestre et son robot qui arrivent sur Terre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en dehors d'évidemment d'un effet produit par l'utilisation de ce son de thérémine qui est très lié à la science-fiction, très lié aux extraterrestres, en fait, qui est très, d'une certaine manière presque illustratif. Il y a quelque chose qui relève aussi, vous avez vu, là, de ce que j'appelais le Mickey Mousing, c'est-à-dire l'utilisation de ce son pour un effet presque mécanique et très direct sur l'action. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que tout de suite, on voit que l'électronique se distingue par une chose précise par rapport, disons, à la musique symphonique, la musique quelle qu'elle soit, d'ailleurs symphonique ou autre, c'est qu'elle est liée au son, c'est-à-dire à la question du son, et d'une certaine façon, ça prépare l'idée
qui va arriver beaucoup plus tard, qu'à un moment donné, l'électronique rentre dans une indistinction entre ce qui est supposé être la bande-son, sans parler de musique, et la musique. C'est-à-dire on est vraiment dans quelque chose qui relie le son et la musique d'une façon très directe. Et ça va l'être de plus en plus, évidemment, avec le temps. C'est intéressant aussi d'ailleurs de parler de ça parce que, alors c'est intéressant aussi parce que Bernard Herrmann, comme je le disais, n'était pas un compositeur qui était particulièrement branché sur l'électronique, mais par contre c'est un compositeur qui aimait les innovations et donc je pense qu'il s'est emparé de ce thérémine pour vraiment produire cet effet dans le cadre d'un film de science-fiction. Il fallait quand même que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire il fallait que ça soit lié à un genre et en gros, d'une certaine façon, pendant les années 50-60, jusque dans les années 70, même la musique électronique, enfin les prémices de la musique électronique, que ce soit le thérémine ou ensuite le Moog, des instruments de ce type, vont être utilisés essentiellement dans le cinéma de science-fiction. Alors à la même époque, d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle La chose d'un autre monde, co-réalisé par Howard Hawks, dont John Carpenter fera un remake dans les années 80, The Thing, qui utilise aussi ce type de son. C'est un autre compositeur, lui d'origine russe, Dimitri Tiomkin, qui en compose la musique. Et puis alors, en 52, malheureusement, j'ai pas d'extrait parce que j'ai pas trouvé le film. Je pense qu'il doit exister, mais sans doute sur Internet. Mais il y a un film assez important qui s'appelle Planète Interdite. Non, d'ailleurs, c'est pas en 52, c'est en 56, qui est un film qui est resté célèbre plutôt pour sa musique que pour le film lui-même, parce que c'est la première bande son entièrement électronique, composé par donc Planète Interdite d'un réalisateur qui s'appelait Fred Wilcox, première bande son totalement électronique, composée donc par un couple qui s'appelait Louis et Bebe Baron, qui avait un studio à New York, donc le premier studio de musique électronique considéré comme tel. Et là, on est sur une bande son entièrement électronique, où il n'y a que des sons produits de façon synthétique, on pourrait dire, et c'est un film assez poétique, et c'est très innovateur parce que personne n'avait là du coup fait ça avant, parce que là on est quand même dans un contexte avec Bernard Herrmann ou les autres compositeurs je cite, où malgré tout le thérémine se mêle à l'orchestre et on est dans un espèce de mixte, comme si le thérémine était un instrument soliste, alors que là on avait vraiment un film entièrement réalisé en ce qui concerne la musique, en tout cas par l'électronique. Il y a un film intéressant aussi à ce sujet, puisqu'on parle de musique électronique, enfin de son électronique, c'est le film d'Hitchcock, Les Oiseaux, que vous avez peut-être vu, où dans Les Oiseaux, il n'y a pas de musique. C'était le seul film que Bernard Herrmann, précisément, n'avait pas fait à cette époque-là avec Hitchcock, puisqu'il travaillait avec lui depuis le milieu des années 50. Donc c'était l'époque de Vertigo, de La mort aux trousses ou de Psychose. Et Les Oiseaux, il n'y a pas de musique parce que ce sont les sons des oiseaux qui sont considérés comme la musique. Et les sons des oiseaux, ils ont été produits de manière totalement électronique. C'est-à-dire qu'on peut considérer que Les Oiseaux est aussi un film où il y a de la musique électronique. En tout cas, il y a du son. Et c'est une forme de musique, quelque part, puisqu'encore une fois, la frontière entre les deux n'est pas est assez mince. Et Bernard Herrmann avait collaboré à ce travail, mais c'est surtout un type qui s'appelait Oscar Sala, qui avait réalisé, lui, les effets électroniques en laboratoire. Alors, évidemment, à l'époque, l'électronique, c'était quand même assez lourd, et c'était pas quelque chose qui on était très loin des ordinateurs portables et de tout ce qu'on peut faire depuis, de façon quasi domestique, autour de la musique électronique. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de la musique électronique, on pourrait dire. À l'époque, c'était pas du tout le cas, c'était quelque chose de très expérimental. Mais très expérimental et en même temps, comme souvent dans Hollywood de cette époque, utilisé à des fins finalement, j'allais dire commerciales, mais pas simplement commerciales, en tout cas dans un cinéma grand public, ça ne sert pas du tout dans un cinéma. Alors à l'inverse, en France, à la même époque, vous avez la création de ce qu'on appelle le groupe de recherche musicale, le GRM, avec donc Pierre Schaeffer et Pierre Henry, qui sont les deux gourous, on pourrait dire, de la musique dite concrète, qui est musique électroacoustique, c'est-à-dire faite à la fois de sons concrets qu'on enregistre et de sons électroniques qui commencent aussi à être produits par des machines. Et ça a pas mal de liens avec le cinéma, même si c'est un type de cinéma qu'on ne voit pas ou qu'on a peu vu à l'époque, parce qu'en fait ce sont souvent des courts-métrages qui ont été réalisés dans des contextes un peu expérimentaux, ou alors pour des courts-métrages documentaires, mais de façon, comment dire, pas des choses qu'on voyait de manière massive dans les cinémas, loin de là.
Je pense en particulier à un film de Jean Grémillon, qui est malgré tout un réalisateur important de cette période, qui sur la fin de sa carrière, qui s'intéressait beaucoup à la musique et qui était lui-même compositeur, qui avait d'ailleurs travaillé sur des bandes-son. Dans certains films, il y a des effets de bande-son qui passent à l'envers, par exemple, ce genre de choses. Il y avait des effets comme ça, même Maurice Jaubert utilisait ça aussi dans les années 30. On peut dire que c'est aussi des prémices, d'une certaine manière, de la recherche électronique. Donc il a réalisé un court-métrage qui s'appelle Astrologie au miroir de la vie, je crois, en 52, dont la musique est entièrement électronique, réalisée par Pierre-Henry. Cette école, bon, elle est assez peu connue finalement par rapport au cinéma, même si en fait elle a produit pas mal d'images en lien avec le son. On pourrait dire qu'il y a deux films, enfin deux objets, on pourrait dire, qui sont un petit peu plus connus que les autres dans cette période des années 50-60. C'est d'un côté le film de Chris Marker, La Jetée, alors qui n'est pas proprement parlé un film où la musique est totalement électronique, parce qu'il y a aussi une musique avec des chœurs. Donc La Jetée, je ne sais pas si vous connaissez le film, donc ce film qui est réalisé à partir de l'images fixes, sauf une, sublime évidemment, puisque c'est la seule qui bouge pendant les 30 et quelques minutes que dure le film. Et il y a une dimension sonore très importante, puisqu'il y a une voix off, il y a beaucoup d'effets de murmures, par exemple, aussi dans certains moments du film. Et il y a toute une conception de la bande-son avec des effets de son d'autant plus forts que l'image étant fixe. Évidemment, le son prend une puissance d'autant plus grande. C'est presque un objet radiophonique. D'ailleurs, la bande-son existe d'une manière autonome. On peut l'écouter. Moi, je travaille à Radio France. J'ai la chance de pouvoir avoir accès à la discothèque de Radio France, qui est une discothèque merveilleuse. Puis il y a énormément de références. Je crois que c'est considéré comme la plus grande discothèque d'Europe. Et il y a la bande-son de La Jetée, par exemple, qu'on peut écouter de façon autonome. Et on entend bien justement ce travail autour du son, où l'électronique joue son rôle et où il y a une conception sonore globale qui est très intéressante. Et d'ailleurs, Chris Marker, dans les années 80, deviendra lui-même musicien. Enfin, il fera de la musique électronique sous d'ailleurs des noms d'emprunt, parce qu'il aimait bien changer de nom, pour pas apparaître lui-même comme le musicien de ses propres films. Mais dans des films des années 80, comme Sans Soleil, comme d'autres, vous avez des musiques de Chris Marker qui sont des musiques électroniques assez pas très sophistiquées d'ailleurs, mais intéressantes, parce que c'est encore une fois la recherche du son qui est derrière, et pas simplement de la musique au sens, disons, classique du terme. Et l'autre objet qui est issu aussi de cette école, alors qui est l'école du groupe de recherche musicale, qui est une école qui aussi avait des liens avec le RTF à l'époque, qui était liée à ce qu'on appelle les studios de recherche. C'est les Shadocks, que vous avez peut-être vu, ou que en tout cas les moins jeunes d'entre vous connaissent sans doute, les Shadocks, où en fait il y a tout un travail de production de son électronique qui est extrêmement important, fait par un type qui s'appelait Robert Cohen-Solal, et d'ailleurs ça devait être fait normalement par un autre compositeur de cette génération qui s'appelait Bernard Parmigiani, et en fait il ne pouvait pas le faire. Et il a passé ce travail à Robert Cohen-Solal. Donc les Shadocks a été même une pièce exécutée, enfin la musique, si on peut dire, les effets sonores qui deviennent de la musique, c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, on est sur cette indistinction-là. On produit une pièce électronique qui a été jouée en concert à certains moments à partir des sons des Shadocks. Et donc c'est intéressant parce que là on était dans un contexte extrêmement populaire à l'époque. Bon, il y avait 3 chaînes ou 2 même d'ailleurs. Donc évidemment c'était pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, mais malgré tout ça a été un objet à la fois très populaire, assez polémique, qui divisait les familles, et les gens ne s'apercevaient pas qu'ils étaient en train d'écouter de la musique électronique expérimentale à travers la production de son de cette espèce de feuilleton, enfin voilà, assez absurde et drôle, avec la voix de Claude Pied-Plus. Donc c'est pour dire que, et d'ailleurs ce groupe de recherche musicale qui est un groupe, le GRM, ça existe toujours, qui est considéré comme étant, d'une part des pionniers de la musique électronique et d'autre part de la musique très expérimentale, mais en même temps ils ont produit aussi des jingles, par exemple pour Roissy. Il y avait un jingle de Roissy, le premier jingle de Roissy, de l'aéroport de Roissy, ça a été fait par un compositeur du GRM, donc Bernard Parmigiani. D'autres, voilà, il y a toute une signalétique, on pourrait dire, urbaine, contemporaine, plus tellement contemporaine, mais des années 60-70, une époque où finalement le futur était encore très une sorte d'horizon assez ouvert et éventuellement optimiste, ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui, on va dire. Donc il y a toute une production de son électronique qui se fait aussi dans ce contexte-là, et qui a à voir, finalement,
avec la musique de cinéma, parce que la musique de cinéma, ça n'est rien d'autre qu'une musique quand même, c'est quand même, c'est de l'art appliqué, quoi, c'est de l'art décoratif, sans que ce soit péjoratif. Enfin, ça n'est pas de l'art pur au sens, voilà, 19e siècle du terme, mais voilà, donc la musique électronique, elle a quand même toute cette dimension, cette présence dans toute cette période qui est assez grande, mais de façon souterraine, sans que les gens le sachent, comme c'est, voilà, on reste dans une création assez expérimentale, mais avec des effets et des impacts dans disons, la production industrielle d'une manière très très directe. Alors, peu à peu, les choses évoluent, évidemment. Les années 60, je dirais à partir de la fin des années 50 et des années 60, on rentre dans une période où la musique de film se diversifie énormément. C'est-à-dire qu'il y a on brise le monopole de l'orchestre, y compris dans la musique américaine. Le jazz rentre dans la musique de film, bientôt la pop. Donc il y a tout un tas il y a une mutation des langages que je ne vais pas vous détailler parce que sinon on y passerait la journée, qui est assez fondamentale et qui du coup rend aussi l'usage de la musique de film un peu différent. Il y a Godard qui travaille lui aussi à déconstruire d'une certaine manière le langage de la musique de film à cette période-là. René également en France. Bon, il y a tout un travail de remise, enfin d'une sorte de révolution au fond, qui est assez fondamentale, et on pourrait dire qu'une des choses qui fait que la musique acquiert une nouvelle présence à cette période-là, c'est également le montage, puisque vous le savez peut-être pas, mais le montage, finalement, jusque dans les... Alors, à quelques exceptions près, mais notamment disons, la conception américaine le montage était au fond quelque chose qui était l'exécution d'un travail préétabli, c'est-à-dire, au fond, voilà, un réalisateur faisait le découpage de son film, il tournait le film aussi fidèlement à son découpage que possible, et ensuite on exécutait finalement dans le montage ce qui avait été préétabli, ce qui avait été prévu. À partir des années 60, ça change quand même, parce que le montage devient une opération beaucoup plus importante et beaucoup plus artistique, on pourrait dire, et du coup, la musique en prend d'autant plus une grande importance dans les films. Je pense que c'est vraiment très lié l'utilisation de la musique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans quelque chose de purement fonctionnel. Au fond, on pourrait dire que la musique, jusque dans les années 50, a été assez fonctionnelle, et qu'elle l'est moins à partir de cette période-là. Bon, et l'électronique s'inscrit dans ce renouvellement du langage. Alors, on reste quand même dans la science-fiction. Alors, il y a des usages qui vont être très connus de la musique électronique, qui commencent aussi à s'intégrer dans ce qu'on appelle la pop, parce que finalement, la musique de film des années 60, ça a aussi pas mal de liens avec la pop au sens large du terme. Même si vous écoutez des musiques de Ennio Morricone, pour prendre un compositeur très très connu, ou d'autres compositeurs, vous entendrez aussi des choses qui sont très très pop, qui sont très proches de la pop de l'époque, parce que des fois la musique de film c'est aussi lié à des modes, et à un moment donné la musique électronique ça va être aussi quelque chose qui sera à la mode un petit peu plus tard d'ailleurs. Bon, dans les années... alors, il y a un cinéaste important dont je ne vous montrerai pas d'extrait parce que vous le connaissez déjà trop, c'est Stanley Kubrick, dans le sens où... Alors, il y a à la fois la première rupture, c'est 2001 Odyssée de l'espace, puisque là... il demande à un compositeur avec lequel il avait déjà travaillé donc de faire une musique pour ce film, qui est donc le compositeur, c'est Alex North, qui avait travaillé avec Kubrick pour Spartacus. Il refuse la partition de Alex North parce que ça lui convient pas, parce qu'il trouve que c'est trop vieillot, que ça correspond pas à ce qu'il veut faire, et il se met à utiliser des musiques préexistantes, ce qui n'est pas le premier à avoir fait, parce que Pasolini l'avait fait avant, par exemple, bon, mais il y avait quand même peu de gens qui l'avaient fait à l'époque, et notamment, il utilise, alors en dehors du beau Danube bleu de Johann Strauss sur le ballet des vaisseaux spatiaux, ou de Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss au début du film avec les grands singes, bon, il y a surtout l'utilisation de la musique de Ligeti, György Ligeti, qui était donc un compositeur contemporain hongrois de cette période-là, de cette génération-là, et donc dans tout le voyage, le trip spatial qu'on voit vers la fin du film, il y a évidemment une musique qui se rapproche de la musique électronique sans en être tout à fait d'ailleurs, c'est plutôt ce que j'appellerais de la musique planante, même si c'est de la musique contemporaine, mais ça s'apparente d'une certaine façon à la musique électronique de manière assez nette. En 71, quand il fait Orange Mécanique, là il utilise de manière beaucoup plus directe
en demandant à un compositeur qui va devenir une compositrice d'ailleurs, parce que je changera de sexe en cours de route, qui donc s'appelait Walter Carlos, qui s'est ensuite appelé Wendy Carlos, de reprendre notamment des morceaux de Bach ou de Beethoven, plutôt de Beethoven d'ailleurs, avec le Moog et puis d'autres thèmes qui sont originaux pour créer cette espèce d'univers toujours finalement assez futuriste, puisque le film c'est quand même censé se passer dans un futur plus ou moins lointain, plus ou moins proche, et on va dire que là quand même la bande-son est quasi intégralement électronique d'une manière assez singulière. Donc Kubrick est un pionnier en ce domaine comme en d'autres. On pourrait dire aussi qu'à cette période-là, dans le cadre de la pop, mais qui a des impacts directs sur le cinéma, Pink Floyd apparaît dans 2-3 films de cette période-là, et je pense en particulier à un film de Barbra Schroeder, qui est son premier film, Mort, qu'il faut que je vous engage à voir si vous ne l'avez pas vu. Donc un film qui se passe à Ibiza autour des ravages de la drogue, mais où Pink Floyd produit une bande son qui est à la fois planante au sens pas simplement électronique, mais où il y a quand même un certain nombre comme Pink Floyd le faisait déjà à cette période, qui commence à utiliser des effets électroniques de manière qui vont être beaucoup plus développées dans l'avenir. On est dans une période de mutation de la musique aussi, et j'y reviendrai juste après. En parallèle, en Allemagne, il y a un mouvement dans le rock qui s'appelle le krautrock, enfin qu'on a appelé plus tard le krautrock, qui ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire le rock choucroute, mais bon, peu importe. Mais enfin, qui est un mouvement qui donnera notamment Kraftwerk, et d'autres groupes, un mouvement très important qui a été, je pense, pas si bien identifié à l'époque, mais plus tard au fond, parce que beaucoup de gens s'en sont revendiqués, et qui va aussi aller dans le sens de la musique électronique, mais qui aura aussi des impacts dans le cinéma, je vais en parler tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais juste après. Je voulais en venir à un film alors qui est un peu le pendant russe ou soviétique de 2001 Odyssée de l'espace. En tout cas, ça a été un peu conçu comme tel, une sorte de réponse à 2001 Odyssée de l'espace, et donc où la musique va aller plus loin encore que celle de 2001 Odyssée de l'espace. C'est Solaris de Tarkovsky, qui est son 3e long métrage. Alors jusque-là, Tarkovsky, pour l'enfance d'Ivan, Andrei Rublev, avait utilisé de la musique instrumentale, on va dire assez classique malgré tout. Et puis pour ce film de science-fiction, qui est adapté par un roman d'un écrivain polonais, Stanisław Lem, il demande à un compositeur qui s'appelle Edouard Artemiev de faire une musique intégralement électronique, même s'il y a par ailleurs du Bach dans le film, mais c'est autre chose. Et donc pour désigner, pour créer d'une certaine façon les sons de cette planète Solaris, c'est la musique qui va avoir la charge va avoir cette fonction-là. Et donc d'une certaine manière, il y a une sorte de design sonore, pour employer un terme qui n'est pas encore employé à cette époque-là, qui va avoir beaucoup de fortune, puisqu'aujourd'hui on l'emploie beaucoup, autour de cette planète, là encore, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la musique. Alors il y a la science-fiction de fait, une certaine fonctionnalité, on pourrait dire, mais on sort de cette fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est plus du tout c'est plus le son qui désigne les extraterrestres, tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus immersif pour le spectateur, et ça travaille, c'est comme si tous les sons de la planète étaient produits par cette musique de Edouard Artemiev, qui est un compositeur qui n'a pas travaillé qu'avec de la musique électronique, et qui n'a pas surtout travaillé que sur Solaris, puis il a aussi travaillé sur Le Miroir, où il y a une espèce de rumeur, là aussi, c'est plus une rumeur qu'une musique permanente, mais qui est produite par de la musique électronique, et également dans Stalker. Alors, si l'extrait est calé, merci Sacha, on peut regarder un extrait de Solaris, merci.
qui relève du design malgré tout, mais il y a quelque chose qui va au-delà de la fonctionnalité vers une dimension poétique, métaphysique, mentale, tout ce que vous voulez. Bien sûr, Tarkovsky utilise cette musique avec beaucoup de passion. Et c'est intéressant parce que je vous dis, il reviendra dans ses 2 derniers films, le Nostalgia et le Sacrifice, en tout cas pour le souvenir que j'en ai, à l'utilisation plutôt de musique classique, donc qui seront à nouveau très présentes dans ces 2 films-là. Mais il y a cette période qui est peut-être pour moi sa période la plus forte de sa carrière, c'est-à-dire ces années 70 où vraiment il se plonge à la fois dans ce monde futuriste de Solaris, qui est un monde futuriste, mais d'une certaine manière qui vous fait revenir aussi sur vous-même. Le Miroir, c'est vraiment un film où là il s'immerge dans ses propres souvenirs, mais d'une façon très, on va dire, très particulière et pas du tout comme quelque chose de strictement biographique. Et puis Stalker, qui est aussi un film avec une dimension un peu futuriste, mais là beaucoup plus pessimiste, on pourrait dire, que quoique il n'y a jamais eu beaucoup d'optimisme, je pense, chez Tarkovsky, mais ça c'est peut-être plus radical, disons, dans un film comme Stalker. Alors, on est dans cette période, d'une certaine manière, je disais, le mot qui conviendrait, c'est peut-être le mot extatique, où la musique va vers une forme d'extase, alors psychédélique, la drogue, tout ce que vous voulez, mais aussi cette dimension métaphysique qui est assez fondamentale à cette période. Donc la science-fiction d'une part. Alors je parlais du rock allemand de cette période, il va avoir un impact aussi dans le cinéma, puisqu'un cinéaste comme Werner Herzog va se lier à un personnage qui s'appelle Florian Fricke, qui va faire un groupe, en fait, qui est surtout d'ailleurs pas tellement un groupe, mais surtout sa propre création, Popol Vuh, pour ceux qui s'intéressent à cette période, c'est un groupe un peu culte et un peu mythique, et donc Popol Vuh va travailler avec Herzog sur tous les films qu'il va faire à partir de Aguirre, la colère de Dieu, jusque dans les début des années 80. Il y a une grande partie des films donc, de Herzog de cette période qui sont, dont la musique est liée à Popol Vuh. Donc Popol Vuh, ça fait partie, c'est un des groupes de cette période. Alors donc Popol Vuh, c'est je crois le livre des morts Aka, le nom vient de là, et c'est donc je suis pas sûr que ce soit Aka d'ailleurs, mais enfin bon, peu importe. Donc c'est un groupe, enfin il y a là encore une dimension évidemment d'une certaine façon au-delà du réel, on pourrait dire au-delà de la perception, au-delà de la perception commune du réel. Et donc Herzog, dans Aguirre, la colère de Dieu, qui est un film historique, comme vous le savez peut-être, qui est un film donc sur l'histoire d'un conquistador un peu dingue, joué par Klaus Kinski, qui va finalement pas conquérir grand-chose, mais être dans une sorte de conquérant de l'inutile. Et il demande à alors, on aurait pu imaginer qu'il demande à une musique finalement classique, ou à quelque chose de plus historique, ou de la musique de la Renaissance, non, il demande à Florian Fricke, donc Popol Vuh, de produire une musique qui est quand même largement à base d'un instrument qui se rapproche, disons, du mélotron, c'est-à-dire ils appellent ça, je crois, un orgue de chœur, c'est-à-dire c'est des bandes magnétiques, des boucles de bandes magnétiques, donc ça se rapproche quand même de ce que vraiment va être le sample et toutes ces techniques qui viennent de l'électronique. Il demande à Popol Vuh de produire une musique totalement intemporelle, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'interviewer Werner Herzog il y a 2-3 ans au sujet de la musique. Il raconte qu'effectivement, il voulait une musique qui soit absolument pas datée. Alors, finalement, toute musique est toujours datée, parce qu'à un moment donné, on s'inscrit quand même dans un certain paysage, dans un certain moment de l'histoire. Mais une musique qui soit justement pas datée, c'est-à-dire qui soit pas la musique historique telle qu'on l'aurait imaginée, et une musique qui soit, qui d'une certaine façon donne une dimension intemporelle à cette histoire de conquistador qui pourrait se passer, qui est au XVe siècle, mais qui pourrait se passer finalement peut-être à une autre époque, ou à n'importe quelle époque, et une musique qui, pour lui, ne vieillira pas. Et c'est marrant, donc, et en même temps, il demande à un musicien qui est pleinement de son temps de produire cette musique-là, et ça donne ce début de Aguirre, la colère de Dieu, qu'on peut regarder tout de suite, et qui est qui est vraiment centré sur la question de l'hypnose, au fond, d'une certaine manière. Des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinab. Am Morgen las ich die Messe, dann stiegen wir durch die Wolken hinab.
séquence assez célèbre qui a beaucoup marqué les esprits parce qu'elle est très hypnotique. D'ailleurs, il y a un lien avec Kubrick et Tarkovsky d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est dans la découverte d'une autre planète. Dès le début du film, d'une certaine manière, la musique de Popol Vuh signale ça d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une espèce de changement de régime de perception, dans quelque chose qui est effectivement entre l'hallucination et la science-fiction, même s'il s'agit d'un film historique. Et donc évidemment la musique produit un effet assez saisissant. C'est clair que sans la musique ce plan tient pas, même si le plan est très beau en soi. Enfin, le plan est très, très impressionnant, cette descente comme ça de la Cordillère des Andes évidemment, et on sait en plus que Herzog a toujours été dans des aventures assez complexes d'un point de vue, je dirais, dans les rapports qu'il a avec la nature et dans des tournages compliqués, comme un peu. C'est que c'est aussi un film qui a beaucoup influencé Apocalypse Now de Coppola, donc c'est un film matriciel. Et quand vous parlez avec des compositeurs d'aujourd'hui qui utilisent de près ou de loin l'électronique, souvent les noms qui reviennent en priorité, c'est précisément celui de Popol
Popol Vuh, et précisément cette bande-son de Aguirre, La colère de Dieu, comme si ça avait été... Il y en a d'autres, hein. Il y a John Carpenter, sur lequel je vais revenir très prochainement, et quelques autres, mais Popol Vuh et Aguirre, La colère de Dieu, ça revient vraiment comme une référence majeure. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a vraiment marqué les esprits et qui participe donc de cette dimension immersive de la musique électronique à l'époque dans le cinéma. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je dirais, il y a eu vraiment une conception de cette période-là qui est liée à l'idée de l'immersion du spectateur. Je dirais aussi à l'idée de l'art total, c'est-à-dire à l'idée d'un art synesthésique, c'est-à-dire qui crée des correspondances, on pourrait dire au sens baudelairien du terme, mais en tout cas qui crée l'idée d'un art total. Oui, au fond, je pense qu'il y a vraiment de ça dans cette période-là, et l'électronique qui participe vraiment pleinement à travers justement des expériences comme celle de Herzog, qui est vraiment une expérience très, très particulière. C'est une ouverture. Évidemment, ça donne des extraits qui sont un peu longs par rapport à... On pourrait choisir, évidemment, je pourrais vous en montrer que 30 secondes, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens, parce que ce qui est important, c'est la durée. On est dans une musique qui va s'appeler après la musique ambiante, finalement, et qui est quand même une musique qui est aujourd'hui extrêmement présente partout. Donc, y compris dans le cinéma, bien sûr. Donc, on est dans l'invention de cette musique ambiante, de cet univers-là immersif, de cet univers qui n'est plus du tout l'univers dont je parlais en introduction à cette conférence, enfin cette intervention, c'est-à-dire l'idée que la musique va avoir une dimension fonctionnelle, une dimension directement, un impact direct sur disons une illustration, une façon de souligner de manière littérale ce qui se passe à l'image. Bon, donc d'une certaine façon, ce mouvement se poursuit dans les années 70, et puis il y a ce moment qui est un moment clé dans l'histoire du cinéma, à mon sens, du point de vue de la musique, mais aussi du point de vue global, c'est Star Wars, 76-77, où là on revient d'une part à un langage symphonique, après avoir eu une période d'éclatement total de la musique, parce qu'en parallèle aux expériences dont je parle de Tarkovsky, Kubrick, où vous avez aussi, j'aurais pu vous montrer, mais c'est moins électronique, mais ça a quand même des liens. Par exemple, les films de Dario Argento, donc qui sont des films d'horreur, eux, plutôt, avec les musiques d'un groupe qui s'appelle les Goblins. Bon, c'est quelque chose qui a aussi marqué très nettement les esprits à cette période-là. Aussi, on est dans cette espèce de logique d'immersion. Bon, en 77, il y a Star Wars, et là, on revient à un langage symphonique, d'une part, à une science-fiction plus proche de la série B des années 50, très référencée d'ailleurs à cette période-là. Et du coup, on quitte un peu le monde de l'électronique en ce qui concerne, en tout cas, la science-fiction. Bizarrement, à un moment où l'électronique est en train, au contraire, de devenir quelque chose de prédominant presque dans la musique, ou va devenir peu à peu prédominant dans la musique à travers les prémices de la house ou la fin du disco, où l'électronique joue quand même un rôle important avec justement des gens comme Giorgio Moroder, par exemple, que les Daft Punk ont redécouvert il n'y a pas très longtemps dans leur dernier album. Bon, cela dit, en dehors de Star Wars, effectivement, il y a quand même des suites de la musique électronique qui commencent à se développer, et en particulier l'utilisation d'un autre groupe phare plus connu que Popol Vuh de la musique allemande de cette période, Tangerine Dream, qui va à la fois être repéré par William Friedkin, réalisateur de L'Exorciste, et qui sort de deux très très gros succès qui sont French Connection d'un côté et L'Exorciste de l'autre, où il a d'ailleurs à chaque fois utilisé des musiques très originales et très singulières, et il raconte qu'il repère lors d'une présentation, je ne sais pas très bien, il est en Allemagne à ce moment-là, et tout d'un coup, on lui dit, il y a deux, trois types qui jouent de la musique bizarre dans la forêt noire, dans un endroit un peu obscur. Il y va, et c'est les Tangerine Dream, il est complètement fasciné, il est hypnotisé, littéralement, par ce qu'il voit, et il leur dit, je ne sais pas encore ce que va être mon prochain film, mais de toute façon, c'est vous qui en ferez la musique. Bon, et effectivement, et ce sera le cas, c'est un film mythique et à la fois méconnu, donc qui s'appelle Le Convoi de la peur, Sorcerer, qui est donc un remake du Salaire de la peur de Clouseau, mais totalement beaucoup plus halluciné, on va dire, que le film de Clouseau. Là aussi, on est ça se passe en Amazonie, finalement, c'est un peu comme le film d'Herzog, mais pas tout à fait au même endroit. Et on est dans quelque chose où la musique va aussi créer une espèce de déconnexion mentale, abstraite. Cette musique de Tangerine Dream, donc très électro, va créer, et très ambiante, va créer cette déconnexion dont je parlais au niveau d'une certaine manière du cerveau des personnages, mais surtout du spectateur. Et ça va être aussi une expérience très très importante, d'autant qu'il raconte que
Il leur a pas demandé de faire de la musique sur des séquences, comme en général ce qu'on fait traditionnellement sur la musique de film, c'est un compositeur, un réalisateur discute, bon, on va mettre de la musique à tel et tel et tel endroit. Il n'a pas du tout travaillé comme ça avec eux, il leur a demandé d'écrire, en fait, il leur a envoyé le scénario, et il leur a dit, vous écrivez, enfin, vous me donnez vos impressions musicales à partir du scénario. Donc ils ont fait de la musique, un certain nombre de morceaux électro, donc électronique, et après il a repris ces morceaux-là et il les a utilisés, il les a placés lui-même, il a choisi ceux qu'il avait envie de placer une fois que le film était fait. Mais eux, ils n'avaient pas vu le film, donc c'est assez particulier comme processus. Et finalement, ce qu'il raconte, c'est que le groupe était très content, enfin était très visiblement, ils trouvaient que c'était très bien ce qu'avait fait Friedkin avec leur musique, donc il n'y a pas eu de malaise ni de désagrément, ni de désaccord profond. Mais c'est un travail intéressant parce que ça veut dire aussi que cette musique ambiante qui travaille aussi un peu sur la durée et qui est pas du tout de la même nature au fond que la musique de film telle qu'on l'entend traditionnellement, elle a peut-être besoin de ce genre de méthode pour travailler. Alors j'ai choisi un autre film parce que j'avais pas non plus le Convoi de la peur sous la main, mais qui est aussi important. C'est le premier film de Michael Mann pour illustrer le travail de Tangerine Dream. Le premier film de Michael Mann, qui est un cinéaste important aussi sur l'utilisation de la musique, puisque en fait dans la plupart des films qu'il fera après, là il utilise donc son premier film, Le Solitaire, Thief en anglais, avec James Caan, il demande à Tangerine Dream également de faire la musique. On est on est en 1980, donc on est vraiment au tournant des 2 décennies. Et ensuite, qu'il utilise de la musique originale ou pas, il y aura une utilisation de la musique finalement très ambiante, comme ça, très, très large au niveau de l'espace, et très présente dans la grande majorité de ses films. C'est quelqu'un qui est aussi marqué par l'usage qu'il y a de la musique, qui fait partie des cinéastes musiciens, ce qui est aussi le cas de Herzog, Tarkovsky, par exemple, évidemment, ou Kubrick.